Alec, vous êtes donc la directrice du Greta à Millau. Donc je vais vous demander de vous présenter de manière à ce que tout le monde puisse vous connaître un peu mieux. Bon, bonjour Angélique, je suis Laurence Calette, effectivement. Je suis conseillère en formation continue au Greta Sud Aveyron à Millau. Je ne suis pas directrice du tout. Je gère le Greta Sud Aveyron, mais je suis pas directrice. Et j'ai effectivement dans mes activités plusieurs activités, notamment le FLE. Et donc, je crois que c'est le sujet de ce soir. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes de nationalité française? Voilà, je suis de nationalité française, je suis même bretonne, mais je suis de nationalité française. Je travaille donc au Greta avec une équipe, on est 17 personnes à peu près de permanents au Greta. On travaille pour le FLE, on est essentiellement trois, donc il y a moi qui suis conseillère en formation continue, il y a Marie-Julie Romero qui est coordonnatrice de toutes les actions enseignement général et notamment du FLE, et puis il y a Virginie Le Baron qui est notre formatrice en français langues étrangères, en FLE, et puis maintenant formation langue d'intégration, FLI, voilà. D'accord. Et que propose donc le Greta comme formation aux étrangers? Alors, essentiellement, c'est des formations en langues étrangères, des formations qui sont destinées à faciliter l'apprentissage du français pour des nouveaux arrivants sur le territoire français. L'objectif, effectivement, est de faciliter leur insertion sociale, mais on vise aussi l'insertion professionnelle. Et donc, la français langue d'intégration qui la vise plutôt les mêmes personnes, mais avec un objectif supplémentaire qui est celui, entre guillemets, de s'intégrer, à savoir notamment d'avoir des cartes de nationalité française et de pouvoir résider de manière prolongée en France et pour certains d'obtenir la nationalité française. Donc c'est deux niveaux un petit peu différents. Certains visent une insertion qui peut être périodique. On a notamment des jeunes filles qui sont issues de pays divers et variés et qui viennent comment on appelle ça, jeunes filles au pair. Bon, c'est pas exactement la même situation que la personne qui vient vivre en France, qui veut s'insérer durablement et qui, pour certains, même veulent devenir français. D'accord. Et quels sont les partenaires du Greta dans ce domaine-là? Alors, les partenaires de Greta, je vais parler beaucoup de financement moi, dans tout ce que je vais vous raconter, parce que moi, mon travail au niveau du Greta par rapport aux Français langues étrangères, je me positionne vraiment en amont du travail de flux, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve des financements pour pouvoir financer la formation des gens que j'accueille. Donc, le premier grand partenaire financier que nous avons, c'est l'OFI déjà, qui lance des appels d'offres régulièrement. Donc là, par exemple, actuellement, on est sur un appel d'offres qui partait 2013, 2014, 2015. Donc, sur cette période triennale-là, c'est l'OFI qui finance la formation de la plupart des personnes qui arrivent en France, des nouveaux ressortissants, des étrangers de langue étrangère qui arrivent sur le territoire français et qui veulent rester de manière assez durable. Donc ça, c'est l'OFI essentiellement qui finance ça. Et quand on a répondu à cet appel d'offres-là, c'était un appel d'offres qui était régional pour toute l'académie de Midi-Pyrénées. Et donc on s'est regroupé à plusieurs partenaires pour répondre à cet appel d'offres. Ça s'appelle un groupement dans le terme des marchés publics. Et ce groupement-là, il est porté, le mandataire, oui, c'est l'AMS Grand Sud, voilà, qui est un organisme de formation très spécialisé dans tout ce qui est formation langues étrangères, français langues étrangères. Et donc c'est AMS Grand Sud qui porte ce marché-là pour toute la région Midi-Pyrénées. Et sur le sud Aveyron, sur la zone de Millau-Saint-Afrique, c'est le Greta Sud Aveyron qui dispense ces formations-là, du moins pour 3 ans, jusqu'à la fin de l'année 2015, il y aura un nouvel appel d'offres. D'accord. Est-ce qu'à chaque appel d'offres, l'OFI est de plus en plus exigeant? Alors le niveau d'exigence est relativement élevé, c'est absolument normal.
Mais je dirais que c'est une politique générale au niveau de la qualité, et il y a un niveau d'exigence supplémentaire. Bon là, le niveau d'exigence, il est très différent aussi maintenant par rapport à la nature du public que l'on a. Je vous ai dit que c'était dans le cadre de l'OFII, que c'était très très lié au statut de l'étranger en France, sur le territoire français. Alors certains bénéficient d'un CAI, d'un contrat d'accès à l'insertion, à l'intégration, d'autres pas. Donc pour l'instant, l'OFII finance. Appel d'offres, l'OFII est de plus en plus exigeant. Alors le niveau d'exigence de l'OFII est exigeant, effectivement de plus en plus exigeant, mais c'est plutôt lié à la configuration financière, la prise en charge financière en fait des formations qui commencent à poser des problèmes. Il y a déjà une population qui est prise en charge financièrement, qui ce sont les personnes qui ont un titre de séjour d'un an et qui sont obligées de faire cette formation-là et de passer l'examen au bout de cette année-là. C'est contractuel. Donc ça, c'est la population des CAI qui ont donc ce contrat. Après, il y a l'autre population qui est hors CAI, où là, effectivement, il y a plus de liberté, mais pour lesquelles on a une grosse inquiétude parce qu'effectivement, ces personnes-là vont avoir, à la fin de l'année, il risque de ne plus y avoir de prise en charge financière des gens qui sont hors CAI. Alors, pourquoi? C'est parce que c'est lié aux cartes de séjour. Jusqu'à maintenant, il y avait des titres de séjour, des contrats d'un an, des titres d'un an. Et donc, les ressortissants étrangers devaient avoir fait des progrès en français et devaient prouver qu'ils avaient fait ces progrès par le passage du DILF. Sauf que maintenant, on va vraisemblablement passer sur des cartes de séjour de 3 ans et qui va amener la contractualisation avec l'étranger sur 3 ans. De ce fait, le flux de personnes en contrat d'accès-insertion va être globalement plus gros parce qu'il y aura 3 ans pour les passer cette formation. Et du coup, les personnes qui sont hors CAI, on n'aura plus de financement pour elles, alors qu'elles ont tout à fait besoin et ont besoin de suivre ces formations-là. Donc ça, c'est la première problématique qu'on risque de rencontrer. La deuxième problématique qui est flagrante là, c'est les personnes qui sont ressortissants de la communauté européenne, qui est très élargie. On a des flux notamment de populations d'Europe de l'Est qui ont des gros besoins de formation en français, beaucoup d'Espagnols aussi, nous qui sont dans des zones pas très très éloignées de l'Espagne. On a une grosse communauté espagnole et portugaise qui arrive encore à Millau. On a beaucoup de personnes d'Europe de l'Est. Et ces gens-là, on n'a pas de financement pour ces personnes-là. Et l'OFII ne se sent plus du tout concerné, ou n'est plus concerné financièrement par ces personnes-là. Et en fait, actuellement, on est à la croisée d'une problématique qui est que les programmes de formation au niveau responsabilité passent de la responsabilité des régions, passent de l'État à la région. Et donc, du coup, il y a comme un vide, un no man's land là, de prise en charge financière qui pose quand même de gros problèmes. Donc, je dirais que c'est, en termes juridiques, bon, on se plie aux exigences. Il y a de plus en plus d'exigences, par exemple, sur les titres de séjour, qu'il faut amener la preuve que la personne a le titre de séjour pour le prendre en formation, etc. On se plie, on s'organise en fonction de ça. Je veux dire, on s'organise, c'est pas un gros problème. Mais notre plus gros problème, c'est, à mon sens, la non prise en charge financière d'un gros qui ont absolument besoin de ces formations-là pour pouvoir vivre, travailler, s'insérer socialement, élever leurs enfants et ont besoin d'accéder au français. Voilà, donc le problème il est essentiellement là, actuellement, pour moi. D'accord. Et donc, que recherchent les apprenants au travers de ces formations? Quels sont leurs objectifs, leurs besoins par rapport à leur niveau aussi? Bon, déjà apprendre le français, ça c'est clair, c'est une évidence. On a peut-être
quasiment 50% aussi, où il s'agit en même temps d'apprendre le français, mais aussi de s'alphabétiser. Une population non scolarisée dans leur pays et qui vont apprendre effectivement le français oralement, mais qui accèdent aussi à la lecture et à l'écriture. Donc c'est à peu près, oui, 50% d'alphabétisation aussi par rapport à ces personnes-là. Donc ça, on va dire que c'est l'apprentissage du français, l'apprentissage de l'écrit, l'apprentissage de lecture. Au-delà de ça, c'est aussi un apprentissage social aussi, c'est s'acculturer avec la culture française, c'est de créer du lien social aussi avec d'autres personnes, parce qu'il faut dire que sur nos populations de stagiaires en FLE, il nous reste encore une très très grande majorité de femmes. Donc ces dames-là sont souvent, du fait de non-maîtrise du français, du fait qu'elles arrivent sur le territoire français, souvent dans un relatif isolement. Elles vivent dans leur cellule familiale et le français, langues étrangères et locaux leur permettent de s'ouvrir sur d'autres personnes, pas forcément de la même culture, et d'apprendre, de s'insérer dans la culture française. Voilà. Et donc, c'est aussi une grande aide, je dirais, sociale, parce qu'à travers les cours de français tels qu'ils sont appris maintenant, travaillés maintenant, on va travailler sur des documents de la CAF, des documents de la sécurité sociale, la lecture du bulletin de notes de l'enfant. Donc, oui, voilà, pour moi, c'est les trois niveaux d'apprentissage de nos stagiaires. Voilà, c'est schématique. Hein. Il y en a d'autres, c'est rien à voir avec ça. D'autres, on en a même un, c'est un prêtre qui vient là, qui vient de Pondichéry et qui doit travailler en France, avoir sa charge pastorale en France. Et lui, son besoin, c'est de pouvoir prêcher correctement à l'église, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Donc c'est vraiment un travail sur objectifs vraiment spécifiques là finalement. Oui, très spécifique. Et pour revenir au formateur, quel est le niveau demandé au formateur? Y a-t-il un niveau scolaire? Y a-t-il une expérience plutôt demandée ou pas? Ben, le niveau, c'est niveau plus, toujours plus. Hein. Mais bon, c'est pas propre au FLE. Le niveau, c'est... oui, on va s'approcher du Master 2 maintenant. Voilà. Alors qu'on avait une stagiaire, on avait une élève, on avait une prof, Virginie, qui allait jusque-là, pas le Master 2, mais bon, avec l'expérience, elle avait un très bon niveau, elle avait une maîtrise et ça allait très bien. Mais maintenant, ne serait-ce qu'à cause notamment d'une part, des marchés publics, l'OFI, il y a l'exigence du Master 2 et l'expérience qui va avec. Voilà. Et puis au niveau, il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est la labellisation FLI, hein, qui est une labellisation qualité, où là aussi, on demande l'expérience et puis Master 2. Alors si ce n'est pas le Master 2, c'est en FLE ou en FLI, ça va être un Master plus un DU FLI. Voilà. Donc c'est maintenant le profil qu'on recherche. Très bien. Bon, mais je pense qu'on a bien cerné le travail du Greta Millau Sud-Aveyron. Donc je vous remercie, madame, et j'espère à bientôt. À très bientôt et puis merci à vous. Au revoir. Bonjour mesdames, donc nous sommes au Greta Sud-Aveyron de Millau. Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Oui, donc je suis Marie-Julie Romero, donc je travaille au Greta Sud-Aveyron à Millau, je suis coordinatrice pédagogique. Donc je suis en charge d'accueillir les stagiaires, de construire avec eux un plan de formation en fonction de leurs objectifs, leurs attentes, et de les suivre tout au long de leur formation, de les accompagner tout au long de leur formation. Et donc moi je travaille avec Marie-Julie, je suis Virginie Le Baron, formatrice FLE, FLI, en français général. Et donc moi je suis en charge de la partie pédagogique, l'accompagnement aussi tout au long de la formation, et on est très liés puisqu'on fait un travail quand même de coordination où on s'entend sur toutes les difficultés que peut rencontrer un apprenant. D'accord. Que propose un Greta comme formation pour les étrangers? Alors, des cours de FLE, français langue étrangère, et des cours de FLI, français langue d'intégration.
D'accord. Et qui sont les financeurs du Greta? Alors, donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, dans un premier temps, l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc, pour les stagiaires qui ont signé un contrat d'accueil et d'intégration, et aussi pour un public qu'on appelle hors CAI, hors contrat d'accueil et d'intégration, on a également un financement pour ces personnes-là. Si nous avons des stagiaires donc, qui ont besoin de cours de FLE ou de FLI et qui ne sont pas éligibles au financement OFII, on a aussi une subvention de l'Europe qui s'appelle FSE. Voilà. C'est un financement qui est réservé aux femmes. D'accord. Voilà. Et qui sont les partenaires? Les partenaires. Alors, l'OFII, avec qui on est en lien étroit pour les personnes qui sont prescrites par l'OFII. Et ensuite, d'un point de vue local, on a plusieurs partenaires, Pôle emploi, Mission locale, d'autres centres de formation qui peuvent nous envoyer des personnes quand le besoin d'apprentissage en langue française se fait ressentir. Voilà, on a aussi des associations, type jardin d'insertion par exemple, qui décèlent un besoin d'apprentissage en langue française, qui soit oral ou écrit, et qui peuvent aussi nous envoyer des personnes, nous demander de prendre des personnes en cours de FLE ou de FLI. Voilà. D'accord. Et quels sont les domaines du FLE ou du FLI qui sont abordés? Alors, c'est ma partie pédagogique concernant le FLE. Donc, on différencie le FLE du FLI en disant que le FLE, les personnes qui viennent sont plus demandeuses de travailler les compétences écrites, donc tout ce qui est technique de la langue à l'écrit, grammaire, orthographe, etc. Et donc, il est quand même question d'aborder l'oral aussi, puisqu'il y a tout un travail de communication autour de cette langue écrite. Et le FLI, donc, c'est plus l'oral, puisqu'il est question d'intégration dans la vie de tous les jours. Donc, on travaille FLI, français langue et intégration, avec des apprenants qui ont un peu de difficulté à s'exprimer. Et donc, c'est un travail autour du thème de la santé, de l'école, du travail, etc. Et où on aborde, à travers les documents authentiques, tout ce qu'ils peuvent être amenés à rencontrer dans leur vie de tous les jours. D'accord. Et qui sont les apprenants qui viennent au Greta? Qui sont-ils? Alors, on ne peut pas faire vraiment de catégorie, à savoir que c'est tout âge, toute nationalité, des hommes, des femmes, de tout niveau scolaire, sans bagage scolaire, sans... qu'est-ce que je peux dire encore? Et de toute origine? Et de toute origine, oui. D'accord. Que recherchent ces apprenants au travers des formations que vous proposez, les objectifs, leurs besoins? Alors ça dépend, Marie-Julie les reçoit et donc déjà elle cerne leurs objectifs ou leurs besoins. Oui, après pour les personnes qui sont prescrites par l'OFII, pour ces personnes-là, c'est une obligation, entre guillemets, de prendre des cours de français dans leur démarche d'intégration en France. Donc pour ces personnes-là, leur objectif répond à leur entretien avec l'OFII. Et pour les autres, c'est plus un besoin de... C'est vraiment une démarche déjà d'intégration, de sociabilisation. Leurs objectifs, il est avant tout de se sentir à l'aise dans leur vie quotidienne en France, quoi. Enfin, oui. Et puis il y a le DILF peut-être aussi qu'il faut préciser. Donc ce premier diplôme initial de langue française que l'OFII donc prescrit. Enfin, c'est l'obligation donc de l'OFII. Oui. Donc on les prépare. Le DILF de toute façon repose sur des compétences de la vie de tous les jours. Se présenter, faire des achats, savoir comprendre un message quand il est énoncé à l'oral, des petits messages écrits. Et donc c'est exactement le programme FLI qui est abordé. Et quel niveau d'études ou quelle formation vous est demandé? Alors, mon niveau d'études, j'ai un master de lettres modernes et une licence FLE. Quelle formation est demandée? Pour un poste de coordination, rien de vraiment spécifique à cette fonction-là. D'accord, mais disons que vos études passées vous aident quand même beaucoup à
à ce poste-là? Oui, enfin de l'expérience. Auparavant, donc j'ai été formatrice FLE en Guyane française, et donc effectivement, oui, cette expérience de formatrice FLE, oui, m'aide énormément dans l'accompagnement du public, dans l'accompagnement de ces stagiaires. Oui. D'accord. Alors, me concernant, j'ai un doc de lettres modernes et une maîtrise en sciences de l'éducation. Dernièrement, j'ai donc été amenée, puisque moi une formation m'a été exigée, mais ça correspondait de toute façon à une demande aussi personnelle, donc j'ai passé un master FLI. Parce que donc, pour l'organisme, afin d'avoir une labellisation et permettre donc de donner, Permettre de dispenser des attestations de niveau B1 pour les stagiaires. Donc on a été labellisé, audité par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc c'est la dernière formation que j'ai suivie. D'accord. Et quelles sont les motivations pour devenir formateur ou professeur en FLE ou FLI? Je vais plutôt te laisser répondre. Quelles sont les motivations? Les motivations, moi je suis tombée là par hasard. Donc je me destinais à devenir un professeur des écoles. J'étais en train de passer les concours et c'est donc par hasard que j'ai eu ce poste-là. Ça fait 11 ans que je travaille au Greta. J'ai eu au tout départ donc, des groupes plus d'analphabètes et d'illettrés. Et puis de fil en aiguille, le besoin s'est fait sentir donc, de former les étrangers. Et donc c'est avec plaisir que j'ai relevé le défi, un peu en autodidacte. Et puis c'est des formations au sein de ressources et territoires, un travail académique avec Toulouse qui m'a permis voilà, de devenir et d'aimer, d'être motivée pour rester formatrice FLE-FLI. D'accord. Et quelles sont les qualités pour enseigner le FLE ou le FLI? Les qualités je sais pas, peut-être ce plaisir de transmettre tout ce qui est ma culture, ma langue, mais aussi en échange, donc recevoir être à l'écoute de tout ce qui fait leur personne, leur personnalité. Donc aussi échanger sur c'est leur culture à eux. D'accord. Y a-t-il des programmes et des objectifs pour la formation d'établis? Alors, des objectifs, oui. Donc pour les stagiaires qui ont à passer le DILF, donc le diplôme initial en langue française, ils ont un certain niveau à atteindre, un niveau qui se base donc sur le cadre européen commun de référence. Donc ils ont à atteindre le niveau A1.1. Et donc là, leur objectif, c'est d'atteindre ce niveau-là. Pour les autres qui n'ont pas ce besoin de passer le DILF, non, il n'y a pas d'objectif d'obtention d'un certain niveau. Mais les objectifs, c'est toujours d'évoluer dans la pratique de la langue française. Il nous est arrivé quand même de conseiller, parce qu'on parle que du DILF, le niveau DELF aussi, donc des personnes qui ont un niveau au-dessus du DILF et qui ont ce besoin de reconnaissance à travers un diplôme de valider des compétences en français. Donc des fois on les dirige vers le DELF. Et on les aide à préparer le DELF en conséquence. Ouais. D'accord. Quels sont les outils pédagogiques qui sont utilisés en classe? Alors outils pédagogiques, ce sont donc pour les FLI, c'est uniquement des documents authentiques. On travaille donc, vous avez derrière toute une panoplie de documents authentiques, que ce soit donc leurs cartes de séjour sur lesquelles on travaille, que ce soit les boîtes de médicaments, que ce soit des livres de recettes et des recettes. Donc c'est tout ce qu'ils peuvent croiser dans leur vie quotidienne. Documents administratifs aussi. On a fait beaucoup de formulaires en début d'année dans le cadre de la présentation. Après, on est beaucoup sur un message audio, message vidéo. Il nous arrive de travailler sur des chansons, sur des personnes qui discutent à la radio, des reportages télé, etc. etc. Pour ce faire, travaillez-vous en groupe? Faites-vous des jeux? Alors pareil, on est dans la diversité, grand groupe, petit groupe, des fois à l'individuel quand il y a un petit truc à travailler en ponctuel avec juste un apprenant.
et aussi à travers le jeu, puisque le jeu, même ludique, permet beaucoup d'apprentissage. D'accord. Quel thème préfère-t-il? Alors ça dépend un petit peu du public. Quand on travaille les recettes, c'est vrai que ce sont plus les femmes qui y trouvent du plaisir. Les hommes préfèrent peut-être travailler sur le bricolage. Après, on essaye d'adapter. Ils sont quand même très ouverts, même si ils y trouvent pas vraiment d'intérêt. Ils se prêtent au jeu et ils travaillent tous. Après, ce qui est délicat, c'est par exemple de travailler sur l'école, alors que certains n'ont pas d'enfants. Mais bon, pareil, ils se prêtent tous gentiment à l'apprentissage. D'accord. Quelles compétences sont les plus travaillées? Alors ça dépend donc si on est en FLE ou en FLI. Le FLE, on a dit, c'est vraiment l'écrit, même si on communique beaucoup l'écrit et le canal travaillé. Ouais. Après, le FLI, c'est de l'oral, même si on écrit et qu'ils sont demandeurs d'écrit, c'est l'oral, c'est l'écoute, c'est la réception orale et la compréhension orale. Que préfère-t-il? Alors, c'est culturel encore une fois, puisque les FLI, quand ils arrivent en cours, ils ouvrent le cahier et ils écrivent d'abord la date. Donc, ils aiment beaucoup écrire, mais une fois baignés dans la séance où on discute, ils oublient d'écrire et ils ont plaisir à communiquer, à échanger. D'accord. Et que retrouvent les apprenants en classe de FLE ou de FLI en plus du français? Le FLI, je pense qu'il y a aussi il y a d'abord le plaisir d'être hors de la maison, donc sans les enfants, avec d'autres adultes pour parler de la vie de tous les jours, justement. Le FLE, on va dire que c'est un peu aussi ça, c'est quand même se confronter à d'autres cultures, d'autres langues, et travailler le français quand même. Pour le FLE, il y a quand même plus ce souci de voir son niveau en langue s'élever, quoi. Oui. Quand même plus que pour le FLI, quoi. Oui. Oui, ils veulent du résultat, on va dire. Oui. Voilà. D'accord. À propos de la formation, quel est le temps d'une formation? Alors, pour les personnes, on y revient, donc qui ont à passer le DILF, ces personnes-là ont... ça y est, j'ai un trou. 231 heures de formation. Prescrite par l'OFI. Prescrite par l'OFI, voilà. Pour les autres personnes, donc si ce sont donc les personnes qui sont financées par l'OFI mais qui n'ont pas signé un contrat d'accueil et d'intégration, donc qui n'ont pas le DILF à passer, ces personnes-là peuvent avoir soit 294 heures de formation, s'ils sont dans un niveau intermédiaire entre le DILF et DELF. Et les autres qui préparent le DELF A1, ces personnes-là ont 140 heures de formation. Pour les personnes qui sont sous financement, donc c'est la subvention européenne, il n'y a pas de temps en fait défini. Donc ils peuvent être là 50 heures, 100 heures, en fonction de leurs besoins et de leur disponibilité aussi. Ouais. Oui, parce qu'en fait dans la semaine, donc, il y a 3 séances de possibles. Donc 3 séances à peu près de 3 heures. Et donc on fait quand même aussi par rapport, puisqu'on individualise chaque parcours, on fait aussi par rapport aux disponibilités de la personne. Certaines travaillent, d'autres ont des enfants. Voilà, donc on essaye d'aménager le temps de formation par rapport à leur disponibilité. D'accord. Y a-t-il en classe des problèmes liés à l'interculturel de temps en temps? Oui. Un des principaux on va dire, problèmes entre guillemets, c'est-à-dire il y a une majorité de dames, et donc quand Marie-Julie reçoit un homme et qu'elle nous le présente avant qu'il rentre en formation, d'ouvrir la porte et voir la salle de cours remplie de dames, ça refroidit des fois certains hommes. Ouais. Après, c'est pas une généralité, mais c'est arrivé. Le deuxième souci, on va dire que c'est justement culturel, dans le sens où il y avait une majorité cette année de Tchétchènes, et donc cette majorité empiète un peu et peut-être freine un petit peu l'apprentissage du français, dans le sens où elles se traduisent tout entre elles et en tchétchène, et où des fois ça obscurcit un peu
le dialogue vers les autres. D'accord. Comment se met en place l'évaluation? Alors Marie-Julie les reçoit en premier, donc Je les reçois, généralement moi au premier contact j'évalue déjà à peu près leur niveau. Quand ils sont prescrits par l'OFI, on connaît déjà leur niveau, puisque ça a déjà été évalué en amont. Sinon, donc, quand je les reçois, j'évalue le niveau, j'en parle avec Virginie. Et ensuite, donc, à la première séance de formation, on leur fait faire un positionnement. Donc on va évaluer vraiment de façon assez concrète le niveau qu'ils ont en début de formation. C'est cette évaluation qu'on appelle le diagnostic, puisque donc c'est à partir de cette évaluation où on met en place donc le planning, le nombre d'heures et le temps plus ou moins de formation quand c'est pas prescrit par l'OFI. D'accord. Pour revenir à la formation en général, quels sont les freins à une formation idéale? La continuité, cette entrée, cette sortie permanente, puisqu'on fait de l'individualisation et donc ce sont des personnes qui vont et qui viennent suivant leur vie, le travail, le besoin de retourner des fois au pays pour régler des problèmes, le fait d'avoir d'autres choses à faire tout court. Donc même si l'absentéisme n'est pas vraiment c'est pas de l'absentéisme. Non, oui. Oui, des fois ils disparaissent, disons, pendant plusieurs semaines. Ils ont des raisons de le faire, mais ça pose un souci quand même, effectivement, dans la continuité de leur formation, et même de celle des autres, du coup, parce que quand ils reviennent, on reprend des choses qui ont été vues, et voilà, ça c'est un peu un souci, ouais. Le dispositif entrée et sortie permanente, et le fait que ça manque pour beaucoup de stagiaires de continuité. D'accord. Et enfin, pour finir, quel mot pourriez-vous associer à votre métier? Le plaisir. Bon, très bien. Mesdames, je vous remercie. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est te présenter? Merci, bonjour. Je suis Gloria Ochoa, je viens du Mexique. Je suis 26 ans. Je suis partie du Mexique en 2012 et on a décidé de venir en France pour changer, pour connaître la culture, pour apprendre le français, pour changer de Mexique. Au Mexique, moi, je suis psychologue et j'ai travaillé aussi dans les écoles pour enseigner anglais au maternel. Et après, on a décidé de venir ici. Et ici, mon diplôme, c'est pas valide, parce qu'il faut que j'apprenne bien le français d'abord, que j'apprenne bien à l'écrit. Et bon, on est arrivé en France, et bon. Est-ce que tu as commencé à apprendre le français au Mexique? Avant de venir, oui, j'ai fait 80 heures de français à l'Alliance française. D'accord. Oui. Et c'était pas beaucoup, c'était trop basique, c'était les numéros, les couleurs, peut-être la base de dire bonjour, tout ça. Donc c'était très très basique, mais bon, c'était bien au moins pour commencer. D'accord. Et quand tu es arrivée en France, tu as travaillé de suite? Non, j'ai venu avec mon mari et lui, oui, il parlait aussi pas français, mais on trouvait avant le travail pour lui, le bureau, à une mégisserie. Donc lui, il arrivait et tout de suite, il est rentré au bureau. Mais moi, non. J'ai cherché presque 6 mois de travail. D'accord. 6 mois, j'ai cherché le travail. Je ne savais pas où chercher ou comment faire. Mais je suis allée au Myriade. Et à Myriade, bon... c'est une association, Myriade? Oui, c'est une association pour les... immigrantes et ça marche, bon, je crois que ça marche super bien parce qu'il t'accueille, il te dit un petit peu où il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut faire, un peu de tout. Et après, avec eux, j'ai appris un peu des cours de français. Et c'était bon, c'était bien les cours de français, seulement que c'était trop basique. Au début, c'était très très basique, ou c'était trop compliqué. Donc moi, je ne me trouvais pas trop. Et après, Myriade m'a aidé à trouver
le travail, ils me sont dit, comme j'étais 25, ils me sont dit d'aller à mission locale. D'accord. La mission locale, ils me sont fait un entretien et tout. J'ai donné tous mes papiers parce que aussi ils me sont aidés à dire comment il faut chercher le travail en France parce que aussi c'est différent qu'en Mexique. Oui. Donc là, c'est eux qui me sont aidés. Et j'ai trouvé travail à l'école Calandrette comme aide maternelle. À Millau toujours. À Millau toujours, oui. D'accord. Et après, tu es donc allée au Greta, à Millau aussi, prendre des cours. Oui, parce que le contrat que j'ai à l'école, c'est un emploi à venir. Et oui, ils me sont dit que c'était obligatoire de prendre des formations. Donc la première formation que j'ai cherchée, c'était le français. D'accord. Et aussi dans dans les cours dans l'école que je travaille, il y a c'est français occitan, donc bon, j'apprends aussi un peu d'occitan, mais c'est sympa et c'est aussi bon, je connais un peu plus sur la culture du sud de la France. D'accord. Et au Greta, tu y vas combien de fois par semaine et combien d'heures? Au Greta, au début, c'était le jeudi matin, de 9h du matin à midi. Et maintenant, ils ont changé. Et c'est le lundi après-midi, de 1h30 à 4h30. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu recherches en allant au Greta? Quels sont tes objectifs? On déjà améliorer le français formal, parce que je sais que je ne parle pas trop formal. Et l'écriture surtout, parce que je ne domine pas du tout la langue à l'écriture, mais je fais beaucoup, je ne peux pas m'exprimer comme il faut. Donc oui, ça, et pour valider mon diplôme et pour travailler, il faut apprendre la langue quand même, la dominer partout. D'accord. Alors Gloria, maintenant, est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu es arrivée en France? Oui, oui, bon, le plus dur, c'était plus que les gens, ils parlaient trop vite. Bon, mais je crois que ça, c'est dans toutes les langues, c'est dur, mais ils parlaient très, très vite, donc c'était plus compliqué. Mais des fois, les gens, c'était gentil, et ils nous parlaient mot par mot, et ça va, on peut s'entendre. Et tu as eu des problèmes avec l'accent du sud de la France? Non, non, je crois que ça a aidé, peut-être. Non, mais ça va. On a eu des problèmes quand, par exemple, pour certains sons, par exemple, la lettre U, aussi quand il te dit, oui, la U, la E, s'ils vont te dire comment écrire certains mots et que tu dis la E, les lettres, moi j'ai mis A par exemple et c'était la E. Ça avait des sons comme ça que oui, on trompe. Ou, par exemple, quand il y a les deux lettres qui font un même son, comme A, U qui fait O, ça au Mexique on l'a pas. En espagnol on l'a pas. Donc c'était dur. Des mots comme ça. Ou par exemple, oui, il y a bon, en espagnol, on lit toutes les lettres. Quand on lit en français, non, pas du tout. Donc ça, c'était dur. Donc c'était plus ça pour écrire. Et en parlant, c'était plus ça. C'était les petits sons de certaines lettres, l'accent de certains mots que c'était dur à dire. Et que bon, on changeait des mots, on essayait de l'expliquer d'une autre forme. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu as eu des problèmes avec la culture française, avec des choses qui étaient complètement différentes par rapport au Mexique? La culture, c'était pas trop comme des problèmes, c'était plus comme, bon, c'était seulement que c'était différent, mais ils ne se sont pas embêtés vraiment. C'était bien quand même, c'était aussi à dire, bon, quand même, pourquoi on n'a pas ça dans notre pays? C'était plus ça. Mais par exemple, parce que vraiment on a trouvé des gens super gentils, parce qu'avant de venir, les gens ils nous disaient, ah mais les Français sont très sérieux, eux. Mais bon, vraiment on ne peut pas dire ça. On a trouvé des gens gentils, donc ça va. Mais par exemple, des choses différentes, les 3 bisous par exemple, c'était rigolo. Non, pour nous c'était sympa. Plus pour Fernando, pour mon mari, parce qu'au Mexique, les garçons, ils ne font pas de bisous. Donc, il faut faire 3 bisous en plus.
C'était un peu, c'était rigolo quand même, hein. Des choses comme ça, mais après ça va. On aime bien manger et ici se mange bien, donc c'était bien aussi pour trouver que se mange différent. Et c'est aussi comme on connaît la culture dans les assiettes, donc c'était bien. L'hiver c'était pas bon, ça c'était dur. L'hiver c'est complètement différent. Cette année ça va, mais les premières années c'était super dur. Moi j'aime pas. Mais après, ça va. Il y a, quand c'est de travail, quand tu as déjà une routine, ça va. Et l'année d'après, c'était bien l'hiver. Mais les premières années, on n'aimait pas. Et le climat est différent. Oui, 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 oui. Et Mais bon. pardon. Pour revenir au Greta, qui c'est qui établit ta progression, les notions où tu as besoin de progresser? C'est toi qui demandes ou bien c'est ta formatrice? C'est un peu les deux. Parce que par exemple, moi je laisse qu'elle me guide plus pour l'orthographe, tout ça. Maintenant je suis par exemple avec les verbes, en conjugaison de verbes, moi je laisse à elle de me corriger, de me guider plus. Parce que moi je ne sais pas c'est quoi le meilleur pour continuer. Il y a même plein de choses que je le dis ou que je l'écris et je crois que c'est bien, mais j'attends qu'elle me corrige. D'accord. C'est plus elle qui me guide. Mais pour le vocabulaire, elle me laisse choisir plus. Et si même il y a quelque chose dans l'écriture que moi j'ai un doute ou quelque chose, elle me... Je dis, il faut qu'on regarde ça encore parce que moi, je crois que toujours je ne comprends pas. On fait l'exercice encore, elle m'explique encore, ça va. D'accord. Et au Greta, vous parlez de quoi en plus du français? Plus de français, bon, si des fois j'ai besoin de l'aide de quelque chose, je sais qu'eux, ils peuvent m'aider parce qu'ils sont déjà, bon, je connais, ils ont de l'expérience et j'ai confiance aussi à ma maîtresse. Donc, si j'ai besoin pour remplir certains papiers ou, par exemple, la dernière fois, c'était pour payer les impôts. J'avais pas trop compris et j'étais en retard déjà. Et j'ai arrivé avec elle, elle m'a dit, mais allez, tu peux faire comme ça. Elle m'a aidé à le faire à l'ordinateur et tout. Et ça y est, on a réussi super bien et elle m'a aidé, par exemple. Mais si c'est pas avec elle, pour les papiers ou des choses comme ça, je vais avec des amis qui me font confiance. Parce que déjà, quand on arrivait, par exemple, c'était... il y avait des choses qui étaient différentes, par exemple les gaz, l'électricité, tout ça, il faut le payer par courrier. Et moi, j'avais la doute si j'ai pu mettre mon RIB dans la poste. Parce qu'au Mexique, bon, on ne le fait pas comme ça. Donc, toutes les choses comme ça, j'ai allé à demander à des amis, ou même aux myriades des fois. Ou bon, quand c'était mission locale, j'ai demandé aux missions locales. Les gens qui me font confiance, ok, je sais qu'ils peuvent m'aider, je demande. D'accord. Alors, Et au Greta, est-ce que tu as besoin d'y aller pour l'obtention de tes papiers d'identité? non, non, parce que mon grand-père, il est immigrant de la Lozère. D'accord. Donc, moi, je suis française. D'accord, très bien. Oui, ça, j'ai le passeport français. Je suis mexicaine avec un passeport français. D'accord. Et ton mari, lui, il a besoin de prendre des cours de français pour obtenir ses papiers ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que lui, il est espagnol. Ses grands-parents, ils sont émigrés de l'Espagne. Donc, D'accord. aussi, il n'a pas besoin. Bon, on a la chance parce que dès ce qu'on entend autour de nous, c'est pas trop facile. Ouais. Donc, oui, on a vraiment de la chance. Et plus quand tous les papiers à remplir et tout ça, c'est compliqué. D'accord. Ouais. Et maintenant que vous êtes bien intégré à Millau, vous avez l'intention de rester un peu plus ou votre programme est plutôt visé à retourner sur le Mexique? Ouais, ça, c'est la question de tous les jours. D'accord. Mais bon, on sait pas vraiment. On est, on est content ici, oui, on est bien, la sécurité, la vie là vraiment c'est super bien, vous avez la chance. Mais au Mexique, il nous manque vraiment la famille. Plus, c'est que ça qui nous manque, la culture, les pays, bon, il nous manque, mais c'est plus la famille qui nous manque, c'est ça qui nous fait réfléchir si on retourne ou pas, mais on est vraiment bien, donc on ne sait pas toujours. Hein. Chaque année, on prend la réflexion et on dit bien, qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Pour l'instant, on n'est pas des familles, donc ça
Ça, ils nous laissent ici. Mais bon, on va voir après. Et si vous restez encore un an ou deux, tu comptes continuer à aller au Greta? Oui, oui, si j'ai besoin, oui. Pour l'instant, par exemple, mon idée, c'est de faire le DELF. Donc, je demandais à ma maîtresse, à Virginie, si elle peut me préparer, si elle peut m'aider. Donc, ils me sont dit que peut-être l'an prochain, 2015, c'est possible pour eux à faire l'examen, D'accord. pas que la préparation. Donc, je vais attendre, je vais préparer. Et ça, c'est donc, je cherche sur ça. Je cherche à faire mon examen. Comme ça, si je retourne au Mexique, j'ai au moins quelque chose qui dit que je parle un peu français. Donc, c'est ça. Et après, bon, si j'ai besoin pour continuer, parce que c'est à corriger, que je crois que c'est toujours, je continuerai à aller parce que c'est une chose que, oui, il t'aide beaucoup. Ça, bon, au moins pour moi, je regarde beaucoup la différence de quand j'ai rentré au Greta et quand j'étais avant. Donc, tu es contente? Oui. Bon. Oui. Sinon, c'était bien. Bon, ben Gloria, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.